Dans un coin reculé de l'Afrique centrale, là où les arbres semblent murmurer aux étoiles et où les rivières chantent des secrets anciens, vivait un garçon de 14 ans nommé Kendi. Sa peau était d'ébène pur, ses yeux brillaient comme deux pierres de lune, et son silence en disait souvent plus long que les paroles des anciens. Il vivait dans un village entouré d'une forêt si dense que même la lumière hésitait à s'y aventurer. Ce lieu, les anciens l'appelaient la forêt des échos, car on disait qu'elle gardait en elle la mémoire de tout ce qu'il avait traversé, vivant ou mort. Kendi était le fils unique de Maïna, une femme forte, veuve depuis 12 saisons. Son père, le grand chasseur d'Emba, avait disparu dans la forêt lors d'un rite ancien que peu osaient évoquer. Certains disaient qu'il était tombé sous la griffe d'un fauve, d'autres murmuraient qu'il avait franchi les frontières du monde des esprits pour ne jamais revenir. Depuis, Maïna élevait Kendi seul, le tenant à l'écart des traditions guerrières, l'élevant plutôt dans la douceur, la musique, les plans, et les récits du soir. Mais Kendi, lui, sentait que quelque chose l'appelait. Chaque nuit, il rêvait de tambours lointains, de silhouettes vêtues d'écailles et de feu, d'un trône ancien couvert de lianes où une voix sans visage prononçait son nom. Et chaque matin, en se réveillant, il sentait son cœur battre au rythme de tambours qu'il ne voyait jamais. Un jour, les anciens du conseil se réunirent autour du feu sacré. Le vieux Zembe, gardien de la parole depuis 4 générations, parlait avec gravité. La terre meurt. Le mil ne pousse plus. Les enfants tombent malades. Les animaux fuient la savane. Quelqu'un a ouvert un portail interdit. Et seul un cœur pur pourra refermer ce que d'autres ont brisé. Le devin du village, Ngoma, se leva lentement. Ses yeux blancs sans pupille fixaient un horizon invisible. J'ai vu le visage du futur, dit-il. Ce n'est ni un homme ni un ancien. C'est un enfant que les esprits ont marqué. Tous se tournèrent vers Kendi, qui observait la scène à distance. Un frisson lui parcourut l'échine. Cette nuit-là, Maïna pleura longtemps. Elle savait que l'heure était venue. Elle prit les mains de son fils et dit, la voix tremblante, ton père aussi avait été choisi. Il n'est jamais revenu. Si tu y vas, promets-moi de ne pas te perdre toi-même. Kendi hocha la tête sans un mot. Il savait au fond de lui que ce destin n'était pas un choix, mais un appel. Le lendemain, le vieux Baba Ngema arriva au village. Nul ne savait d'où il venait vraiment, mais tous savaient qui il était, le dernier initié du grand rituel ancestral, celui qu'on appelait le passage des ombres. Il était aveugle depuis sa propre initiation, mais disait voir plus loin que tous les hommes vivants. Sa peau était fripée comme l'écorce du baobab, et sa canne sculptée portait les symboles de tous les clans du continent. Le garçon viendra avec moi, dit-il. S'il survit, il sera plus que vous tous réunis. S'il échoue, alors les ténèbres nous engloutiront. Avant le départ, le village entier se réunit. On offrit à Kendi un collier de graines bénies, une gourde d'eau enchantée, et une couverture faite de poils d'antilope noire. On l'enduisit d'huile de karité et on traça sur son front le signe ancien de la spirale, le chemin de l'âme entre les mondes. Baba Ngema et Kendi s'enfoncèrent dans la forêt, guidés non pas par les yeux, mais par les sens anciens, ceux qui entendent le bruissement des esprits et sentent le poids des énergies invisibles. Dès les premiers pas, la lumière changea. Le soleil disparut derrière des feuillages épais, et les sons du monde quotidien s'évanouirent. Il ne restait que le vent, et la respiration lente de la terre. Au bout de 3 jours de marche silencieuse, ils arrivèrent devant un arbre gigantesque. Plus grand que tous les autres. Ses racines formaient une gueule ouverte, comme si la terre elle-même voulait avaler ceux qui osaient s'y aventurer. C'était l'entrée du sanctuaire des ancêtres, l'endroit où se déroulait le rituel oublié depuis des générations. Baba Ngema parla pour la première fois depuis le départ. Ici, tu affronteras ce que nul ne peut fuir, toi-même. Les esprits te testeront. Certains prendront le visage de ceux que tu aimes. D'autres seront nés de tes peurs. Tu ne pourras les vaincre par la force, seulement par ton cœur. Kendi entra. Il fut immédiatement englouti par l'obscurité. Il n'y avait plus de haut ni de bas, plus de temps. Il marchait, ou tombait, ou flottait, il ne savait plus. Des voix chantaient, certaines douces, d'autres terribles. Il vit son père, couvert de sang, l'appelant. Il vit sa mère enchaînée, hurlant son nom. Il vit des serpents dorés lui offrir une couronne, et des lions ailés lui proposer le trône du monde. Il vit un monde brûlé, et des enfants pleuraient dans ses bras. Tout était illusion, et pourtant tout semblait vrai.
Dans un temple brisé au cœur de la forêt, il rencontra l'Esprit Noir, une entité ancienne, née d'un ancien initié qui avait trahi le code sacré pour s'approprier le pouvoir des ancêtres. Son corps était fumé, ses yeux de braise éternelle. Toi aussi, tu es spécial, dit l'entité. Prends ma main. Ensemble, nous rendrons aux hommes ce qu'ils ont perdu, la puissance absolue. Plus de famine, plus de peur. Tu seras un dieu parmi eux. Kendi sentit son cœur battre plus fort. Une chaleur terrible monta en lui. Il pouvait sentir la force. Elle l'appelait, elle le voulait, mais au fond de lui, une voix chuchota. C'était celle de son père. Le vrai pouvoir, c'est de savoir renoncer. Alors Kendi refusa. Il ferma les yeux, posa sa main sur le sol, et récita les paroles qu'il avait entendues en rêve depuis son enfance. Des mots dans une langue que même les anciens ne parlaient plus. Le sol trembla, l'Esprit Noir hurla, le temple s'effondra, engloutissant les ténèbres. Une lumière douce apparut, puis un calme. Le silence d'un monde guéri. Kendi s'éveilla dehors, près de Baba Ngema. Il était allongé dans l'herbe. La lumière perçait à nouveau entre les feuilles. Le vent chantait doucement. Le vieux sage souriait. Tu as trouvé ce que nul ne trouve plus, enfant. Tu as trouvé l'équilibre. Le retour au village fut une fête que l'on n'avait plus connue depuis des lunes. Les anciens dansèrent. Les enfants riaient. Les malades se relevèrent. Les champs refleurirent. Kendi ne parla pas de ce qu'il avait vu. Mais les gens le regardaient avec respect. Il était devenu gardien, non pas d'un pouvoir, mais d'une mémoire. D'un pont entre les mondes. Le lendemain de la célébration, alors que le soleil caressait encore la cime des arbres sacrés, les anciens se réunirent en cercle autour de Kendi. Il se tenait au centre, droit, le regard humble mais profond. Il n'était plus un enfant, pas encore un homme, mais autre chose. Quelqu'un que la terre avait reconnu. Le vieux Zembe, la voix du conseil, lui tendit une pierre plate gravée de symboles. Ce n'est pas un trophée, dit-il, c'est une clé. Elle ouvre les chemins de la connaissance. Mais c'est aussi un fardeau. Car celui qui connaît porte les douleurs de ceux qui ignorent. Kendi accepta la pierre en silence. À cet instant, le vent se leva doucement. Les feuilles murmurèrent un chant ancien, comme si la forêt elle-même bénissait cette transmission. Dans les jours qui suivirent, Kendi ne retourna pas jouer avec les enfants de son âge. Il passait ses journées à écouter les arbres, à observer les fourmis bâtir, à comprendre le langage. Silencieux des pierres, il apprit à soigner les plaies sans toucher la chair, à prédire les saisons en goûtant la rosée. Il n'était plus seulement un garçon du village, il devenait le lien vivant entre le visible et l'invisible. Mais la paix ne dure jamais longtemps là où la lumière brille trop fort. Un matin, un étranger arriva au village. Il portait une tunique rouge et or, ses cheveux tressés en longues cordes brillantes. Il se faisait appeler Mtanga, et disait venir du nord, d'une cité perdue dans les sables, où les rois parlaient aux étoiles. Il offrit des potions, des bijoux, et des promesses. Il parla d'un monde nouveau, sans maladie, sans vieillesse. Il montrait des cristaux qui brillaient même la nuit, et fit pleuvoir sans nuage au-dessus d'une jarre. Les gens, fascinés, l'écoutaient avec les yeux pleins d'avidité. Mais Kendi sentit autre chose. Quelque chose de froid dans l'air. Un parfum qui rappelait les illusions du temple ancien. La magie de Mtanga avait une odeur douce et sucrée, mais derrière elle, se cachait une pourriture invisible. Une nuit, Kendi suivit Mtanga en silence. Il le vit sortir du village, traverser le ruisseau sacré, et se rendre dans une clairière où les animaux ne venaient jamais. Là, il traça des symboles au sol avec du sang, et invoqua des esprits liés par la dette, des êtres anciens aux yeux vides et aux bouches cousues. Il offrait les âmes des crédules en échange de pouvoir. Le lendemain, Kendi convoqua le conseil. Il parla de ce qu'il avait vu, sans colère, mais avec fermeté. Il expliqua que le don de Mtanga n'était pas un cadeau, mais un marché. Que chaque graine magique porterait en elle une racine vénéneuse. Mais les anciens hésitaient. La pluie tombait enfin, les champs refleurissaient. Et puis, qui était Kendi pour juger? Un enfant, un rêveur. Certains disaient même qu'il était jaloux. Alors Kendi partit, seul. Il retourna à la forêt des échos, vers le sanctuaire effondré. Il marcha pendant 3 jours, ne mangeant que les fruits amers de l'arbuste d'ombre, buvant l'eau des feuilles. Il revint là où l'esprit noir avait été enfermé. Et il parla. Il ne supplia pas. Il ne demanda pas d'aide. Il reconnut simplement l'existence de cette entité déchue, et proposa un pacte. Non pas un échange de pouvoir, mais un échange de vérité.
Toi, esprit d'orgueil, tu as été corrompu par la soif de grandeur. Moi, je ne veux rien. Mais si tu veux être entendu, parle. Enseigne-moi ce que tu sais, et je ferai de ton souvenir une mémoire, pas une peur. Le silence dura longtemps, puis une voix répondit, non pas dehors, mais en lui. Des images affluèrent, des rituels oubliés, des langues mortes, des vérités cachées. Kendi comprit que la magie noire n'était pas toujours mal. Elle était une force brute, une énergie comme le feu, elle brûlait, mais elle pouvait aussi éclairer. Tout dépendait de la main qui la guidait. Il apprit à nommer les illusions, à déchirer les voiles, à purifier ce qui avait été perverti. Il grava dans sa mémoire les mots que nul ne devait jamais prononcer sans cœur pur. Puis il revint, et cette fois, il ne parla pas. Il montra, il invita les villageois à une cérémonie. Sans feu, sans tambour. Il s'assit simplement au centre du cercle, et posa une pierre, une graine, et un os. Il parla à la graine. Elle germa. Il toucha la pierre. Elle vibra et chanta une note. Il effleura l'os. Il raconta l'histoire de son porteur. Les gens comprirent. Ce que Mtanga faisait n'était pas un miracle. C'était une séduction. Ce que Kendi proposait, c'était une révélation. Alors Mtanga, furieux, jeta sa cape. Il invoqua la tempête. Mais Kendi leva la main. Non pas pour frapper, mais pour accueillir. Et il dit, plus grand que, le mal que tu invoques ne vient pas de toi. Il vient de ceux qui ont oublié qu'ils étaient enfants avant d'être dieux. Je ne te combattrai pas. Je t'absous, mais quitte ce lieu. Mtanga hurla, et disparut dans un nuage de cendres. Et le silence revint. Lorsque le calme revint sur le village, il y eut un silence étrange, comme si même le vent s'était arrêté pour écouter. Les anciens se levèrent lentement. Le regard qu'ils portaient sur Kendi n'était plus celui qu'on adresse à un garçon. Il était devenu un guide, un gardien de l'équilibre. Le vieux Zembe s'approcha de lui, déposa un collier fait d'osselets d'éléphant et de coquillages anciens autour de son cou, puis murmura, « Tu as réveillé l'ancien esprit du juste. Tu es désormais la voix de la terre. » Les enfants du village vinrent ensuite, timidement, toucher son manteau, comme on touche un totem vivant. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Une lumière nouvelle brillait dans leurs yeux, la lumière de l'espoir. Les jours passèrent, puis les lunes. Kendi reprit son apprentissage, mais cette fois, il n'était plus seul. Il enseignait à d'autres enfants, à ceux que la forêt appelait. Il ne gardait pas le savoir pour lui. Il le partageait. Il disait, une connaissance enfermée devient poison. Une sagesse transmise devient racine. Il apprit aux siens à écouter les bruits de la nuit, à lire les étoiles, à reconnaître les intentions dans le cri d'un oiseau ou la courbe d'une feuille. Il parlait peu, mais chaque mot était une graine de transformation. Et bientôt, tout le village vibrait d'une énergie nouvelle, comme si l'esprit même de la nature vivait dans chacun d'eux. Mais le monde ne reste jamais immobile. Une nouvelle menace s'approchait, plus sournoise que la magie noire, l'oubli. Dans les villages voisins, les traditions s'effaçaient. Les anciens mouraient sans transmettre. Les enfants riaient des anciens contes. On bâtissait des routes, des écoles modernes, des tours en béton qui coupaient le ciel. Le progrès, disait-il, mais le progrès sans mémoire est un arbre sans racines. Un jour, des étrangers vinrent avec des machines étranges, creusant la terre à la recherche d'un minerai rare. Ils promettaient des écoles, des hôpitaux, mais ils ne demandaient pas la permission des esprits. Ils ne laissaient aucune offrande sous le grand baobab. Ils coupaient, brûlaient, et riaient des interdits. Kendi, alors âgé de 17 saisons, les observa longuement. Il savait que la confrontation directe mènerait à la violence. Alors il fit appel à ce que peu oser utiliser, le rituel du souffle des ancêtres. Ce rituel n'était pas une attaque. C'était une mémoire vivante. Il consistait à invoquer non pas des esprits pour punir, mais des souvenirs pour éveiller. Un soir, alors que les machines rugissaient, Kendi et les siens dansèrent autour du baobab sacré. Leur chant était ancien, porté par des voix d'enfants et d'anciens unis. La terre vibra, le vent tourna, et les étrangers, qui dormaient dans leur campement, rêvèrent tous du même rêve. Ils virent des femmes portant des jarres sur la tête, chantant à l'aube. Des vieillards bénissant les champs. Des enfants courant derrière les chèvres. Ils sentirent l'odeur du mil, la chaleur des foyers, la caresse des tambours. Et dans ce rêve, une voix disait, « Plus grand que, celui qui arrache la racine du baobab oublie que l'arbre tient le ciel. » Le lendemain, les étrangers partirent.
Sans explication, ils laissèrent leurs machines, leurs promesses, et s'en allèrent, le regard fuyant. Ils avaient vu, dans leurs rêves, ce qu'aucun discours n'aurait pu leur enseigner. Et le village vécut encore. Avec le départ des étrangers, la forêt sembla respirer plus librement. Les arbres frémirent comme pour remercier, les oiseaux chantèrent avec une intensité nouvelle. Kendi, lui, ne célébra pas la victoire. Il savait que ce n'était qu'une étape. Il disait à ceux qui l'interrogeaient, « Ce que nous avons protégé aujourd'hui, demain, il faudra l'enseigner. Car un peuple qui ne se souvient pas est un peuple qui se laisse voler 2 fois. » Alors, il entreprit la tâche la plus difficile de toutes, rassembler la mémoire. Accompagné de jeunes du village, il parcourut la région, allant de hameau en hameau. Il écouta les derniers gardiens de savoir anciens. Une grand-mère aveugle lui raconta l'histoire des hyènes qui pleuraient la nuit. Un forgeron lui montra comment dompter le feu avec des champs. Un ancien chasseur lui apprit à lire les traces non pas sur le sol, mais dans le vent. Chaque récit, chaque fragment, il le grava dans des tablettes d'écorce, protégées par des encres naturelles. Il ne voulait pas seulement préserver. Il voulait revivifier. Il comprit alors que le savoir n'était pas fait pour dormir dans des livres, mais pour vivre dans les gestes quotidiens. Il mit en place une grande case de transmission, ouverte à tous. On y venait non pour apprendre comme dans une école, mais pour se souvenir avec le cœur. Les enfants y entraient avec curiosité, les adultes avec respect, et les anciens avec l'âme apaisée. Un jour, une fillette nommée Ayaba lui demanda, « Kendi, pourquoi fais-tu tout cela si un jour toi aussi tu disparaîtras ?» Il sourit et répondit doucement, « Plus grand que, parce que je suis une goutte. Mais une goutte qui enseigne peut remplir une rivière. Et la rivière n'oublie jamais le chemin vers la mer. » Les années passèrent. Kendi avait maintenant 21 saisons. Sa silhouette était fine mais ferme. Ses yeux portaient la profondeur de 1000 aïeux. Un matin, alors qu'il méditait au pied du baobab, une brume étrange descendit sur le village. Une voix, lointaine et douce, s'adressa à lui, non par les oreilles, mais par l'esprit. Plus grand que l'équilibre du monde est fragile, Kendi. Au-delà des montagnes rouges, un ancien clan a réveillé un rituel interdit. Ils croient servir leurs ancêtres, mais c'est l'ombre qu'ils nourrissent. Si tu n'interviens pas, la lumière s'éteindra dans cette lune. Sans hésiter, Kendi se leva, prit son bâton gravé, et partit. Il traversa les collines, marcha dans les marécages, affronta les nuits sans feu. À chaque étape, il méditait, demandant la guidance aux éléments, l'eau, le vent, la pierre. Quand il arriva au village du clan des Sombas, il vit la peur dans les regards. Des enfants sans voix, des anciens enchaînés par leurs propres croyances, et au centre, un autel noir fumant, où l'on avait sacrifié des chèvres, et peut-être plus. Le maître du clan s'appelait Abandou. Grand, imposant, vêtu de plumes noires et d'un masque de cornes, il invoquait les puissances de la nuit. Mais ses prières n'étaient pas des appels à l'élévation. Elles étaient des chaînes. Kendi l'affronta sans violence. Il parla. Il raconta l'histoire de l'esprit enfermé, de la forêt des échos, de la mémoire qui guérit. Mais Abandou ricana. La lumière, elle ne nourrit pas. Moi, je donne à mon peuple du pouvoir, des récoltes abondantes. Que donnes-tu, toi, le faiseur de contes? Alors Kendi s'agenouilla. Il ferma les yeux, et il invoqua la mémoire vivante. La terre trembla, non pas de peur, mais d'éveil. Des voix s'élevèrent, des souvenirs des aïeux, des visages oubliés réapparurent dans les flammes. Les morts parlèrent, ils dirent, plus grand que, ce que tu crois donner est un emprunt que tu ne pourras pas rembourser. Le sang sacré n'achète pas la paix. Abandou recula, son masque se fissura, il tomba à genoux, et pleura. Kendi ne le condamna pas. Il posa sa main sur son épaule. Le pardon est le premier feu du renouveau. Et à partir de ce jour, les Sombas redécouvrirent les rituels de guérison, les chants d'unité, les offrandes de gratitude. Le vent qui souffla sur les terres des Sombas ce matin-là emporta avec lui l'odeur de la peur, remplacée par le parfum des feuilles écrasées sous les pas d'un peuple qui revenait à lui-même. Le vieux tambour du conseil, longtemps silencieux, résonna de nouveau. Non pour annoncer une guerre, mais pour inviter à un cercle de réconciliation. Les enfants revinrent jouer dans les sentiers, les femmes reprirent les chants au bord de la rivière, et les hommes, autrefois perdus dans la recherche d'un pouvoir sombre, réapprirent la patience du semeur et la sagesse du silence.
Kendi ne resta pas. Comme le vent qui ne s'attarde pas là où souffle déjà la brise, il repartit. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne fuyait plus les villages. Il était attendu. Partout où il allait, on préparait le feu sacré. On suspendait les calebasses pleines de miel et de noix de cola. Les anciens se levaient à son arrivée, non parce qu'il était puissant, mais parce qu'il était devenu le passage entre le visible et l'invisible. Un soir, alors qu'il dormait dans la forêt des ancêtres, il fit un rêve. Dans ce rêve, un enfant lui tendait une graine, minuscule, presque invisible. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Kendi. L'enfant répondit. « Plus grand que, c'est le souvenir que tu n'as pas encore raconté. C'est celui que tu dois planter dans le cœur de ceux qui viendront après toi. » Kendi comprit. Le temps de parler approchait de sa fin. Il était temps de transmettre. Il retourna dans son village natal. Sa mère, vieillie mais encore forte, l'attendait sous le manguier. Elle pleura en le voyant, puis rit, puis pleura encore. Il l'embrassa, lui murmura, « Maman, j'ai marché si longtemps, mais c'est ici que la voie a commencé. » Il construisit un cercle de pierre autour du grand baobab. Là, il invita tous les enfants de la région. Chaque soir, il racontait une histoire. Pas des fables figées, des récits vivants, des vérités tissées dans des images. Il racontait le jour où il avait affronté l'esprit noir de la forêt. Le jour où il avait vu les morts parler aux vivants. Le jour où le silence avait vaincu la haine. Mais il racontait aussi des choses simples. L'importance de saluer un ancien. De demander la permission à l'arbre avant de le couper. D'écouter le silence entre les mots. Un jour, une adolescente nommée Yanda leva la main et demanda, « Kendi, est-ce que tout cela est encore utile dans le monde des téléphones et des avions ?» Il sourit, s'approcha d'elle, puis dit à tous, « Plus grand que, le monde change, oui. Mais l'eau reste eau, même si on la verse dans une bouteille moderne. Nos traditions sont comme l'eau. Elles prennent la forme du temps, mais leur essence est éternelle. Tant que vous saurez d'où vous venez, aucun vent ne pourra vous déraciner. » Il leur apprit alors le dernier rituel. Celui que même les anciens appelaient le saut du dernier souffle. Un rituel simple. Il ne fallait ni feu ni danse. Juste fermer les yeux, poser la main sur le cœur, et dire à voix haute. Je me souviens. Car tout commence et finit là, dans la mémoire vivante. Kendi vécut encore de nombreuses saisons. Il devint père, puis grand-père. Son nom ne fut jamais écrit dans les livres modernes. Mais il vivait dans les contes du soir, dans les proverbes chuchotés, dans les gestes répétés sans savoir pourquoi. Et quand vint le jour de son dernier souffle, il s'allongea sous le baobab, regarda le ciel, et dit simplement. Je me souviens. Le vent souffla, la pluie tomba doucement, un arc-en-ciel apparut, et, dans les villages, dans les villes, sur les routes, partout où un enfant prononçait un conte, une graine germait. Leçon de vie, la magie véritable n'est pas dans les rituels oubliés ou les pouvoirs cachés, mais dans la transmission. Celui qui se souvient fait vivre 1000 ancêtres. Celui qui oublie meurt 2 fois.